Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui. Nous accueillons quelqu'un que vous appréciez beaucoup, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du cercle Aristote, entre autres. Et nous allons voir avec lui toute l'actualité française et internationale. Il se passe beaucoup de choses. Comment vas-tu, mon cher Pierre-Yves? Ah bah moi ça va, là c'est le début de la campagne de Noël, donc c'est toujours un moment assez lourd pour mes équipes, mais sans ça tout va bien. C'est vrai que c'est toujours une grosse période. On se retrouvera d'ailleurs le samedi 13 décembre, puisque Tout à j'aurai le fait. plaisir de signer des livres au salon que tu organises. Donc, le salon du livre Salon du livre alternatif, alternatif. 10 rue Croix des Petits Champs, ça commence à midi, ça termine à 20h, donc tous nos amis sont les bienvenus. Tout à fait. Moi, j'y serai en première partie. Ensuite, je partirai à la manif. Et c'est bien, ça va être une journée chargée. Hmm. Manif pour la paix. En tout cas, très heureux de m'y retrouver. C'est toujours un plaisir. En tous les cas, on va commencer par ce qui défraie la chronique depuis plusieurs jours, les propos sidérants du chef d'état-major des armées, le général Mandon, devant les maires, évoquant le fait qu'il fallait accepter la perte des enfants, de nos enfants de France pour l'Ukraine. Alors, on a eu beaucoup d'émoi depuis, et puis aussi une excitation terrible, aggravée par la possibilité de la paix grâce au plan Hmm. Trump, Bien sûr. des européistes, de journalistes aussi, qui sont devenus terriblement agressifs et manifestement affolés par cette perspective et qui également viennent au secours du soldat Mandon. Il faut sauver le soldat Mandon. Comment tu analyses cette excitation, cette effervescence dans le Alors, cercle européiste? on va diviser la question en deux, d'abord sur les propos et ensuite Bien sur les sûr, réactions. bien sûr. Tu veux, les propos en eux-mêmes partent d'une incompréhension totale. Alors déjà, tu vas trouver ça bizarre que je commence par là, mais il faut rappeler que le général Mandon est quelqu'un dont une partie de la carrière, c'est un excellent pilote, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que une partie de sa carrière, vu qu'il a quand même passé les grades très rapidement, donc on se retrouve dans un scénario qu'on a déjà connu, c'est-à-dire de gens qui obtiennent la troisième et quatrième étoile trop vite et politiquement. Oui, Euh, jusqu'en 2018, il était colonel. Jusqu'en 2018, il était colonel, donc en 6 ans, il est passé de colonel à général d'armée, puisque pour être Bien chef sûr. d'état-major des armées, il faut arriver au bout, donc il faut être général d'armée. Mhm. Euh, Ça fait quand même une carrière éclair, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, pour en plus, et je l'ai déjà dit, d'ailleurs je reçois du courrier depuis de la part de nos amis militaires qui me le confirment, et personne ne dit qu'il y a des gens moins valeureux dans notre armée de l'air qu'ailleurs, c'est pas du tout ça le problème, c'est que c'est l'armée la plus facilement otanisable. À cause de quoi? À cause du mythe Top Gun, pour être tout à fait clair. Ouais. C'est-à-dire que tu as une, une déférence vis-à-vis de l'US Air Force qui est extrêmement présente dans les rangs et qui est structurante intellectuellement dans les rangs de notre armée de l'air et aujourd'hui de l'air et de l'espace. Mhm. Le... C'est moins le cas chez les terriens. D'ailleurs, c'est très simple, hein. Quand je l'ai dit publiquement, j'ai été très soutenu tout de suite par les terriens parce que, moi, si tu veux, je me fais l'interface avec. J'ai la chance d'avoir la confiance d'une partie de beaucoup de soldats, donc je fais l'interface. Ce n'est pas du tout déprécier notre armée de l'air, bien au contraire. C'est de dire, il est plus facile de leur vendre des guerres otaniennes parce ils ont une plus grande déférence vis-à-vis de l'outil militaire américain d'un point de vue général et otanien. Donc, aussi parce qu'un terrain, ça s'arpente. C'est pas le même rapport à la guerre quand tu es en cockpit et quand tu es en frontal. Mhm. Tu as la même chose dans la Royal, qui a un rapport très particulier à l'US Navy ou historiquement à la Royal Navy. Bon. Donc, si tu veux, euh, là, tu as des propos qui sont marqués d'une incompréhension totale de la notion de sacrifice. Est-ce que les soldats français sont prêts au sacrifice? Oui. Est-ce qu'une partie de la jeunesse française pourrait se sacrifier pour son pays? Oui. Le général de Villiers en a assuré une partie non négligeable des chefs d'État. Il le disait lui-même, ce sera infaisable
Et le général de Villiers n'avait pas les convictions trempées qu'à son frère, hein. Mais il les avait néanmoins prévenus, et ceux de Nicolas Sarkozy, ce serait infaisable à l'échelle européenne. Mhm. Personne ne se fera tuer pour ce truc. Ce truc ne vaut pas une vie humaine. Il en détruit suffisamment, pardonne-moi Florian. Bien sûr. Oui. Il en détruit suffisamment sans J'ai qu'on envie ait de en dire que plus à le défendre. le sacrifice de nos enfants se fait déjà, en fait, hein, pour Ah bah de l'Union toute européenne. façon, c'est eux qui font venir l'immigration, c'est et l'immigration on fait Lola, et c'est eux qui flinguent nos agriculteurs et nos ouvriers. Donc si tu veux, l'autodafé et la livre de chair du peuple français, ils la donnent déjà. Merci bien. Or, bien sûr qu'on pourrait créer qu'il faut remettre le patriotisme à l'ordre du jour, mais pas comme ça. Le général de Gaulle le disait très bien, la France doit faire des guerres, peut-être, certainement, à une condition, c'est que ce soit les siennes. Ben oui. Là, le fait d'aller se faire tuer à Pétaouchnok dans un truc qui ne nous concerne pas, la seule chose que ça prouve, c'est une indifférence de plomb à l'égard du sang de nos hommes, une indifférence de plomb, ce qui au passage, pour un mec qui est chef d'état-major des armées, en dit très long sur ce qu'il pense de ces hommes, une indifférence de plomb aux conséquences de propos aussi débiles. Je vais te donner un exemple, et ça, j'avais prévenu le soir même. Ça va avoir un effet dramatique, particulièrement dans nos départements et territoires d'outre-mer, où on va assez fréquemment donner son sang pour la mère patrie. Le problème, c'est que là, un camarade wallisien, guadeloupéen ou guyanais n'a certainement pas à venir crever pour Kiev. À un moment, faut arrêter. Faut se calmer quand même, hein. Donc, et ils font parmi nos meilleurs soldats. Donc, à un Mhm. moment, faut avoir un tout petit peu d'égard et de sens des responsabilités vis-à-vis de ses propres hommes. Dernier point, je sais bien que la cafette de l'OTAN est l'une des meilleures cafettes au, au nord de l'équateur, mais quand même, enfin, ça fait beaucoup. Parce que il joue quoi là? Il a déjà eu une fusée dans le dos. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une place de consultant dans son après-carrière ou il y a un problème? Ben, si tu veux, vouloir arriver en canoë alors que le Titanic est déjà cassé en deux en disant maintenant que c'est plus trop regardant dans les premières classes, je pourrais peut-être monter, euh, faut quand même se méfier. Maintenant, les réactions. Alors évidemment, tu as la clique LCI Bavolev, dès qu'il y a une goutte de sang par terre, ils vont la lécher. Bon, très bien, on est au retour des déliriums du Colisée romain, pourquoi pas. Et surtout, vous surréagissez parce que de l'autre côté, dans les faits, les armées ukrainiennes reculent. Deux, la diplomatie avance fort heureusement, car à la fin des fins, celui qui sauvera du sang ukrainien, c'est pas vous. Vous en avez gaspillé. Et oui, Parce que, je le dis, euh, nous qui ne sommes pas, nous qui sommes uniquement des Français, qui n'appelons pas les Ukrainiens mon frère, etc., nos solutions auraient épargné 1 million de pauvres types. Les gens qui leur ont tapé dans le dos en disant qu'ils étaient de bons Européens en ont tué 1 million et on se sent sur les mains. tout à fait. Et d'ailleurs, il faudra à tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, toujours leur rappeler, vous avez l'idée européenne est une idée qui a du sang sur les mains. Bien Ça sûr. fait un siècle que ça dure, hein. De Donc, plus si en tu plus, veux, d'ailleurs. là, vous avez tué certainement, au bas mot, 700 000 pauvres types morts. Ce qui veut dire quand même qu'il y en a 1,5 million hors de combat, Florian. On est dans des duels d'artillerie, c'est-à-dire des mecs qui ils seront certainement jamais pairs. Certains ont été coupés en deux. Enfin, il faut voir ce que c'est un duel d'artillerie. L'utilisation des drones tueurs, ça fait de la viande. C'est quelque chose de monstrueux. C'est une guerre atroce, surtout que c'est une guerre où on a régressé anthropologiquement. C'est une guerre où, je rappelle, on rend pas les morts puisque l'Ukraine ne veut pas les compter, donc on ne les a pas rendus. Elle refuse de compter ses morts, où les officiers empochent toujours les traitements des soldats, les soldes. Nous, on a interdit ça sous Louis XV, hein. Je le rappelle quand même, hein. Donc, si tu veux, on a régressé à un type de guerre que le continent n'a pas connu depuis 1945,
Enfin, on est arrivé à exploser en sauvagerie la guerre des Balkans et c'était pas gagné. Mm. Donc, et tout ça pourquoi? Pour avoir refusé de faire des référendums dans des zones disputées. Disputées pourquoi? Parce que sous les applaudissements de l'Union européenne, on a organisé la discrimination systématique de natifs Mhm. russes et russophones. Et devant le massacre, un moment ou un autre, alors que l'armée russe nous a prévenus de 2014 à 2022, là tu as un ouvrage qui sort, un ouvrage pro-ukrainien, sur la réalité du Maïdan, ce qui veut dire que le travail universitaire se fait. Je dis ça pour les journalistes d'LCI qui nous regarderaient, c'est-à-dire que si vous voulez des sources, elles existent, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir apprendre à faire votre boulot. Et là, vous aboyez là-dessus parce qu'envoyer des gamins français se faire tuer pour le drapeau bleu et l'étoile jaune pisse, ça vous titille. Mais sincèrement, vous d'abord, le, vous voulez mourir pour ce truc, eh bien, jouez votre peau, ça vous changera. Surtout qu'objectivement, par l'action de la diplomatie américaine, vous n'aurez même pas le temps de savourer ce massacre. Parce Mm. que, sauf si quelqu'un fait quelque chose de stupide pour faire traîner ou Pour pour saboter. annuler le processus de négociation, nous arrivons vers le tassement progressif de cette horreur. La seule chose, c'est qu'ensuite, il faudra ouvrir la boîte noire de l'Ukraine. Et là, pour le coup, je pense que certains vont préférer qu'on fasse pas de son, pas d'image. Bah, Parce c'est-à-dire que que, tu as, une corruption massive avec des rétrocommissions évidentes. Là-dessus, tu as un économiste qui vient d'en parler, qui était un conseiller de Reagan, ancien conseiller de Reagan, qui a évalué entre 60 et 100 milliards d'euros toute la corruption liée à l'aide à l'Ukraine, en prenant les standards classiques de corruption dans ces cas-là. Et il pense qu'on est plutôt vers le haut de l'échelle, parce que l'Ukraine est en plus un pays extrêmement corrompu. Donc tout ça, évidemment, c'est la boîte noire, et donc il faut perpétuer la guerre pour que ça elle ne soit jamais ouverte, cette boîte. ben, la seule chose, c'est qu'à un moment, ils vont devoir faire exactement, rappelle-toi, la guerre de Syrie. Ça va être plus compliqué ce coup-ci, hein. Mais rappelle-toi la guerre de Syrie. Du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. C'est ça, Et à leur place, je réfléchirais beaucoup à ce scénario-là, parce que si on ouvre quelque chose, je suis pas certain que que tout le monde en sorte grandi. Parce que, objectivement, Florian, on a ruiné une partie des États européens et des peuples qui vont avec. bien sûr. On a vidé dans des conditions ignobles l'Ukraine de ses forces vives. Je rappelle que, comme nous l'avions prévu depuis le début, aujourd'hui, je crois que les premières statistiques que nous avons eues, c'est en Allemagne, où près de la moitié du monde de la prostitution est maintenant ukrainien. Ouais, Bravo, beau ouais, bilan. Et tout ça pourquoi? Pour en plus une reconstruction qui échappera totalement aux Européens, et d'un côté, cette bonne guerre, et un bilan humain absolument effroyable. Si tu veux, au minimum 700 000 morts, mais on pourrait aller au-dessus du million assez facilement. Je veux dire, mhm, on ne se rend pas compte de ce qui a été fait là-bas. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir faire une Europe de la défense, pour que mhm, Madame van der Leyen maintenant exige un service de renseignement, je pense que tu l'as vu, bien sûr. le... Mhm. mais c'est combien de pauvres types devront mourir pour que votre délire aille jusqu'au bout, quoi? Et maintenant, même un Schengen militaire avec Un les, Schengen les militaire. troupes militaires n'auront plus besoin des autres pays d'autorisation nationale pour circuler dans les autres pays. Il faut se rendre compte de ça. Sur les chars allemands pour venir beaucoup plus vite à Paris, il n'y aura plus besoin d'autorisation nationale pour avoir des armes étrangères sur, enfin même du lourd, hein, des équipements militaires lourds sur le sol. Le Schengen militaire. On en est là. Ouais, on en est là. Alors, l'européisme a été, comme un poison, a été mis partout, puisqu'il y a quand même un problème avec ces chefs d'état-major. Je vais quand même citer, donc on parle du SEMA, mais tu as la marine, l'amiral Vaujour, qui vient de déclarer que le sabotage de Nord Stream, c'était un acte de confrontation russe. Bon, il en est encore là en 2025, hein, alors que même la version dans les médias vous dit maintenant que c'est pas russe, quoi. C'est plutôt de l'autre côté. Et puis tout récemment, tu parlais de l'armée de l'air, donc le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Bélanger, qui déclare qu'on n'est pas obligé non plus d'acheter toujours français pour l'armée de l'air. Voilà, il vient de déclarer ça. Donc, je crois sur RT, Ouais, et donc, on va acheter quoi? bah, américain. Ah bah tiens. Donc, alors,
Ça veut dire une chose, Florian. Non, mais tu veux, ces propos Hmm. témoignent Hmm. du degré d'infection européiste Bien qui a sûr, été mais provoqué. Je parle en haut, puisque je sais que l'essentiel de l'armée française est très saine, bien sûr. au contraire très patriotique. Mais il faut se rendre compte, et d'ailleurs, il y a beaucoup de réactions, hein, contre tout ça, en off, plus ou moins. Mais en haut, c'est pourri intégralement, Ah, mais de toute façon, on a fait pourrir la chaîne de commandement. Déjà par hein. l'otanisation. Parce que l'otanisation, ça t'apprend. L'OTAN, on va être très clair, c'est une alliance qui n'a plus de but militaire réel depuis la fin de la guerre froide. Elle aurait dû Bien sûr. disparaître avec le pacte de Varsovie. François Mitterrand, d'ailleurs, l'avait prévu. Quand François Mitterrand disait je ne suis pas plus attaché à l'Alliance Atlantique qu'un Roumain ne l'est au pacte de Varsovie, c'est le, si tu veux, c'était tout à fait symptomatique. Or, à la fin, quand tu n'as plus de but réel, une institution devient automotrice, c'est-à-dire que mon seul but, c'est de continuer à gratter du pognon. Bon, très simple. Et donc l'OTAN s'est inventé des ennemis partout. On l'a oublié, Florian, parce que les gens n'ont pas cette mémoire-là. Mais entre 90 et 94, ils voyaient des espions chinois partout. Évidemment, il n'y avait pas plus d'espions chinois que de Colin Tampon. Ensuite, évidemment, on a eu la guerre contre le terrorisme. Ouf, d'un côté, parce que ça nous a occupés. Et maintenant, le retour enfin des Popov, parce que c'est quand même le film qui a La le mieux. base. La Ah base, bah, hein. si tu veux, c'est quand même la franchise qui a quand même le plus fait durer la machine. Alors que, objectivement, l'OTAN est aujourd'hui contrainte, comment dire, de mettre sous tension des situations pour justifier son existence. Alors que son but réel est de vendre du matériel militaire américain en étant une machine à normer les armées. C'est tout. C'est une agence c'est une agence client pour le lobby militaro-industriel américain. Avec là aussi, d'ailleurs, d'immenses scandales de corruption qui ont été révélés, hein. Ah bah, Euh, si tu des enquêtes veux, toutes récentes, hein. rappelle-toi ce que disait Alexandre de Maranque, l'ancien chef de nos services spéciaux, l'argent ne disparaît jamais, il passe juste d'une main à une autre. C'est Or, ça. là, l'argent ne disparaît pas plus. Donc, résultat, on éduque des officiers, on les surpaye quand ils vont à l'OTAN, donc évidemment qu'on les transforme, même à leur corps défendant, en des gens qui trahiront facilement et leurs armes, et leur pays, et leurs hommes. Comme en plus, ils n'ont pas fait, et ça c'est malheureux, mais nous devons avoir avec l'armée une grande réflexion sur au moins deux points. Premièrement, comment maintenir un système judicieux de sélection des officiers en temps de paix. Mhm. Toute armée en temps de paix a tendance à nommer des bureaucrates militaires soumis. Or, l'armée française mérite mieux que ça, toutes les armées méritent mieux que ça, car des hommes capables de mourir pour les autres méritent toujours mieux que ça. Point 1. Point 2, il nous faut également réfléchir à une vraie place politique de l'armée pour que l'armée puisse, à un moment ou à un autre, dans les matières qui la concernent, être les soldats de la nation. Tu sais, tu as trois types de soldats. Tu as le soldat de la loi, qui est bien connu d'ailleurs, c'est les gendarmes et les policiers. Tu as le soldat du politique, qui est tout le monde des services spéciaux. Et tu as les soldats de la nation dans une armée moderne, c'est-à-dire une armée nationale qui répond avant tout aux objectifs de défense de son propre peuple. C'est-à-dire au passage, c'est une armée qui répond aux ordres que le politique lui donne, certes, mais aux ordres que le politique aussi aurait dû lui donner. Mhm. Tu vois, il y a un grand homme qui a incarné ça plus que d'autres, c'est le général de Gaulle. Bon. Bien Il a sûr. répondu aux ordres qu'on aurait dû lui donner. Et je pense qu'il faut avoir cette réflexion aujourd'hui parce que l'armée française ne peut pas être la variable d'ajustement d'un pouvoir politique défaillant et de plus en plus dégénéré. Parce que aujourd'hui, ce pouvoir politique, de toute évidence, et ça se voit comment dire, aux réactions d'aboiement, c'est-à-dire que ils vont applaudir des deux mains des deux pieds si des gamins français se font massacrer Pas dans les un leurs, hein. chaudron à Mariupol. Donc, Pas les leurs, hein. Jamais les leurs, hein. non, jamais des leurs. Et justement, c'est un autre axe de réflexion, et c'est là où il faut éviter les bêtises du genre service militaire volontaire, etc. Non, 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 il faut avoir une vraie réflexion. Nous, on avait un auteur qui l'avait très bien fait, qui était Vivien Destro.
une réflexion à niveau pour le peuple français et pour son armée. Moi, je suis pour une certaine militarisation minimum des populations. Tu sais pourquoi? Pour éviter que quelqu'un oublie ce que c'est la guerre et envoie en tant que civil, moi, si tu veux, que des gens qui n'ont jamais entendu siffler que des balles de tennis, ce qui à mon avis doit être le quart des 9 dixièmes de la rédaction d'LCI, envoient mes camarades, mes amis ou des membres de ma propre famille au carton pour une guerre qui est la leur, dans laquelle ils foutront jamais les pieds, vu que la plupart, l'Ukraine, ils savaient à peine où c'était il y a encore 5 ans, d'accord? Et qu'aujourd'hui, la sagesse intersidérale tombe sur les épaules de Luc Ferry, Oui, c'est qui vrai. commence à dire, ouais, enfin quand même, je pense qu'on s'est complètement planté. Tu vois, pour que la lumière descende jusqu'à Luc Ferry, c'est que la lumière est pas dure à rattraper, hein. Bah, Donc, si tu veux, au moins, il l'a dit. Au moins, il l'a non, mais dit. au moins il l'a dit, et gloire à lui de l'avoir dit. La seule chose, c'est que tous ces gens sont l'équivalent d'une radio d'Émile Colline, qu'ils se méfient. Parce que les chantres de guerre ont été condamnés parfois dans des tribunaux. Donc ils se méfient, que tout ce monde-là se méfie, parce qu'à un moment, les pousses au crime sont responsables du crime. Bien sûr. Notre entretien passionnant avec Pierre-Yves Rougeron reprend dans un instant et vous allez voir, il y a encore beaucoup de sujets très intéressants qu'on va voir juste après. Le temps pour moi de vous dire de penser à vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner, c'est en dessous là. Pensez-y, c'est tout. Vous êtes abonné à la chaîne, grâce à vous, grâce à votre abonnement, les vidéos vont toucher plus de monde. Merci d'avance. Ce vendredi 28 novembre, 19h, sur cette chaîne, rubrique direct, on est en direct ensemble. Préparez vos questions, je réponds, je découvre, je réponds à vos questions en direct et puis on regarde l'actualité ensemble. La plus intéressante et explosive en France, dans le monde, partout. Soyez là, ça va être un gros direct. Et puis le 3 décembre, vous le savez, je suis en réunion publique à Nîmes, le soir. Inscription, c'est entrée gratuite, mais il y a un lien d'inscription si vous voulez venir à Nîmes. J'ai hâte de vous y retrouver par le lien sous la vidéo en description. Écoutez, si vous partagez nos combats ici de souveraineté, de paix, de liberté, je crois vraiment de vérité et de justice, si vous voulez rejoindre le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes, si vous voulez nous aider, mouvement indépendant, qui n'a pas un centime de subvention publique, ni d'aide des banques, rien, c'est le moment de venir. Voilà, vous savez, rien ne se fera seul, isolé, ni vous ni moi, ensemble, on fera beaucoup de choses et on changera l'avenir. Et il faut changer l'avenir. Vous le voyez bien dans cet entretien. Vous pouvez donc adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description, ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Retrouvez ces liens sur les-patriotes.fr aussi, hein, notre site, et ça fera baisser au passage vos impôts. Il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux Patriotes. Profitez-en. Allez, l'entretien reprend. Alors, on va passer un petit peu à la politique intérieure. Bon, tout ça, même si les choses sont liées, hein. Le budget. Bon, on n'a pas suivi au jour le jour les histoires d'amendements et tout, parce que pour une raison simple, Ça d'abord, se terminera par ordonnance. on ne peut pas suivre, et ensuite parce que nous avions fait l'analyse, toi comme moi, que tout ça, c'était du cinéma, que le but, c'est d'obéir à des budgets qui ont déjà été transférés à Bruxelles de toute façon pour validation depuis bien longtemps, et que tout ça, que tu viens de le dire, finira par ordonnance, article 47 ou loi spéciale, puis 49.3, si jamais Ouais. il revient sur son idée du 49.3, ce qui n'est pas du tout impossible. Euh, Ça veut dire que quand même, les députés, là, depuis 2 mois, nous baladent en faisant croire à des joutes Mais oui, parlementaires, au non, lieu de mais dire la vérité aux Français sur l'absence de souveraineté. bah, si tu veux, le problème, c'est que le crétinisme parlementaire, quand tu es dans une assemblée non souveraine d'un État non souverain, Tu si joues, tu veux, t'attends, un, t'attends les ordres et deux, t'attends la paye. c'est ça. Bah oui. Ouais, c'est ça. Non, mais à un moment, si tu veux, à la fin, bah, on va multiplier, tu sais, les textes, les textes non normatifs, donc les déclarations d'intention. Hein, moi, c'est l'exemple que je donne à chaque fois, je l'ai donné chez nos camarades de Front Populaire. Tu te rappelles, quand on était au Parlement européen, moi j'avais fait un texte pour, pour tester les limites de bêtises du système, j'avais fait un texte contre les noyades sèches. Le Parlement européen condamne les noyades sèches. C'était passé. Donc, si tu veux, pour la paix contre la guerre, Bah, c'est-à-dire l'an dernier, c'était le vote contre le Mercosur par l'Assemblée nationale. non mais voilà, c'est Une résolution. tout ça, une résolution, oui. Donc, Et c'est-à-dire même des textes non liants. parfois des groupes font adopter dans le budget, dans les discussions budgétaires, un amendement
alors vous font des visuels sur X, sur le réseau, en disant on a gagné, on a imposé ça, etc. Vous Et en n'avez fait, rien imposé du tout. ils savent que c'est bidon parce que ça va être chassé, et tout a été dégagé là. Et en fait, alors ça excite un peu leurs troupes un instant, mais c'est du pur mensonge, c'est la pure Mais manipulation. si tu veux, aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, Florian, dans un Bien sûr, État c'est non normal. souverain, Bien la sûr. rente d'une partie de la classe politique d'opposition quand c'est de la fausse opposition, c'est l'ignorance technique dans laquelle on maintient une partie des populations. C'est ça. C'est-à-dire que tu prends, et je suis désolé, L'ignorance est la condition de leur survie. Hein. et je suis navré, ça ne rend vos trahisons que plus abjectes. Bien Parce sûr. que les pères de famille, ils ont, contrairement à la plupart d'ailleurs des mecs qu'on a envoyés à l'Assemblée, ils ont un vrai boulot. Mmh. Ils ont autre chose à faire. Donc, ils font ce qu'on appelle un peu joliment, ils assument le principe de réalité. Donc, ils n'ont pas à se taper le gickel de droit parlementaire pour se rendre compte que la plupart des textes qui circulent dans les assemblées n'ont aucune force normative. Vois-tu, rien que ce fait-là, Florian, si ne serait-ce qu'on l'expliquait aux populations, là, ce qui resterait de crédibilité au parlementarisme, ce qui vaut pas cher en France, serait totalement terminé à coup de pelle. Parce que, attendez, on vous paye tant pour des textes qui ne seront jamais. Je rappelle qu'un parlement, c'est fait pour deux choses, hein. Le contrôle de l'action gouvernementale et le fait de voter la loi. Donc, l'un n'est pas fait, l'autre n'est pas fait. Mais, enfin, On vous paye sincèrement, pourquoi? mais qu'on le fasse. Mais si c'est juste pour faire ça, mais qu'on le fasse par IA, ça nous coûtera moins cher, hein. Et, Donc, et on en paye 1000, on en paye quasiment 1000. Ils sont quasiment 1000. Hein. quasiment 1000. Tu te rends compte quand même que en nombre, on a plus de parlementaires que les États-Unis Oui, oui, non, en mais c'est nombre. absurde. C'est absurde. Tu vois, pour un pays qui, je le rappelle, est à plus de 300 millions Et d'habitants. tu ajoutes alors tu ajoutes au niveau local les conseils régionaux, départementaux. Là. Genre, c'est Non mais, délirant, intercommunaux hein, maintenant. Ils sont tous, non mais sont tu tous te rends rémunérés. compte? Là, ça coûte un pognon de dingue. Question, pourquoi? Et Et là, personne n'en surtout, parle. Enfin, pour le fait d'obéir, on est peu à demander des économies là-dessus. Très tu peu. vois, Euh, tout ça pour obéir à un conseil très restreint, parce que Bruxelles, on y a été, et toi et moi, là, pour le coup, le haut de panier est quand même très restreint, on est d'accord? Euh, et pour obéir à quoi? À des trucs qui nous bouffent, et vous faites semblant de piailler. Je veux dire, sincèrement, et ça me coûte d'avoir à le dire, Florian, le seul homme politique, en dehors des gens qui s'opposent lourdement, je pense bah, évidemment à toi, à Philippe de Villiers, à quelques autres, le seul homme qui m'a surpris, je dois le dire, par son discours sur les élucubrations ahuries du général Mandon, enfin du chef d'état-major des armées, pardon, c'est Mélenchon. Je dois dire que de toute façon, d'ailleurs, c'est le seul sujet où il est encore rationnel, Mélenchon, c'est quand on parle kaki, parce il a une passion rentrée pour l'armée. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas, il n'est jamais arrivé à la matérialiser, et ça effacera pas les 5 ans de bêtises oui, crasses oui. qu'il a Bah, déjà balancé. Mais au moins, ça a eu le mérite sur, d'exister. sur ce sujet-là, il a été bon. Bah, c'est peut-être justement parce qu'il n'est pas dans le bain parlementaire. Il n'est pas lui-même n'est pas parlementaire en ce moment, donc peut-être que ça l'a préservé. Non, mais tu te rends compte que maintenant, ça veut dire que pour préserver l'intelligence collective Ah, il faut et pas y pour être. Ouais. préserver l'intelligence des hommes publics, il faut éviter de les prendre en institution. Ça veut dire que les institutions sélectionnent à la bêtise. Bon, bah, Et corrompre. il faut les débrancher. Et Il faut les corrompre. débrancher, coûte que coûte. Corrompre intellectuellement, corrompre au moins moralement, au moins, Oui, au moins moralement, ouais. voire pire. Sachant que, alors c'est quand même fou, moi je suis sidéré, tu as un budget qui est refusé par 404 voix contre une, du jamais vu dans la Ve République, hein. Et tu n'as pas de dépôt alors tu n'as pas de démission du gouvernement, mais ça on s'y attendait pas, mais tu n'as pas dans la minute un dépôt d'une motion de censure. Moi, je trouve ça sidérant. Tu as un budget refusé par 404 voix contre une, tu déposes immédiatement et tu votes une motion de censure. Oui, mais encore faut-il que tu sois pas sous la quatrième République. Parce que là, T'es- t'es- tu laisses à Macron et à Lecornu les clés du calendrier. mais tu es sous la Ils choisissent quatrième, leurs échéances. mais tu es sous la quatrième République, Florian. Là, En tu as le pire, régime en des pire, partis dans son horreur. en bien pire encore. Tu vois, tu as le régime des partis en son horreur, en bien pire parce que c'était compensé
par l'administration issue du CNR. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. Bon, donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? On est dans des systèmes de décomposition politique comme on en a rarement vu et qui vont emporter une décomposition sociale qui ont des arrière-goûts assez saumâtres de 1783-1785. Tu Mhm. vois, là, tu vois, tu vas pas voir peut-être pas le lien immédiatement, mais c'est exactement le même genre de truc. Je vois se multiplier dans Paris des fêtes de la haute, Ouais, j'ai vu ça. le, qui ont un arrière-goût de la faillite de la noblesse. Hein. Il y a un excellent bouquin de Fadi El Hadj là-dessus pour voir ce que c'est une ambiance pré-révolutionnaire. Vous le lisez à haute voix, vous les regardez, vous les nommez. Le problème, c'est que ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec la concorde publique. Oui, c'est très, 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 très grave, effectivement. C'est une telle inconséquence euh, qui fait qu'en plus, dès que la nation a un vrai problème, tu sais, ça leur passe comme une envie de cookie. Là, par exemple, tu as vu ce Beans depuis 10 jours. Ah ouais, il y a du narcotrafic en France. Ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Bah, surtout, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours, Florian, pour que tu l'as vu? oui, Ah ouais, tu te rends compte, il y a du narcotrafic en ce France. sont des Ah, mais bon, séquences, il faudrait ce sont des quand même séquences aller demander son médiatiques. avis à Macron, qu'est-ce qu'il pense du narcotrafic. Oui, ça serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Et puis, par ailleurs, les mêmes ont démantelé nos frontières et notre corps de douane. Bah évidemment. Donc, c'est quand même, si tu veux, c'est sidérant. Et donc, résultat, la France est devenue une cible et un dépôt. Je vais dire, Évidemment. Évidemment. nous, au Cercle, on est bien placé pour le savoir, grâce à, entre autres, mon ami Jonathan Alpéric, grand spécialiste des guerres de narco, et qui est ulcéré de ce qu'il voit en Europe. Mais c'est évident. Ulcéré. Parce qu'on va avoir 3 narco-États à notre frontière, Florian. 2 au nord, parce que la Belgique tombera maintenant, c'est à peu près certain. Alors, Euh, la Belgique, tu as vu que le Premier ministre belge, qui est flamand, hein, Bart de ouais. Wever, vient de déclarer qu'il préférerait mourir néerlandais du Sud plutôt que belge. Et il est Premier ministre belge, quand même. Je Ah bah serai ça tombe wallon. bien, vu que le deuxième narco-État, ce sera les Pays-Bas. J'ai Voilà, rien et il contre les a Pays-Bas, bien au contraire, proposé mais un projet de fusion entre la Belgique et les Pays-Bas, sachant que dans ce cas-là, les francophones de Belgique seraient quand même en situation très minoritaire. Un peu compliqué. bah si tu veux, Et c'est le vieux, tu vois, alors que le Vlaams c'est Belang, intéressant, hein, bien mais la sûr. France ne devrait pas se désintéresser de ce sujet-là. Pas Non, du la tout. France ne devrait pas s'en désintéresser, mais ça va permettre au Vlaams Belang, dont les résultats contre l'immigration ont été, pardonne-moi, lamentables, Bah oui, bien sûr. et ça va permettre à une partie des néerlandophones, à la fois de Belgique et également des néerlandais soutenant le projet, de se venger sur les populations francophones alors qu'ils ont échoué ils ont échoué parce que Wilders les a trahis. Ouais. Hein. Ils avaient d'autres options. Hein. Ils ont Baudet hein, aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et ils vont se venger sur les leurs parce que à la fin, et c'est pour ça que l'Union européenne a maintenu cette politique de la haine à travers tout le continent, à la fin, tu vas avoir de plus en plus de reprises identitaires dans le sens le plus malsain du terme, c'est-à-dire de haine interne et anti-politique. Pourquoi? Parce que la politique nous est interdite. Quelqu'un qui est néerlandais, conscient des intérêts des Pays-Bas. Son but, c'est de fracasser du francophone belge. T'es sûr de toi? Le quelqu'un qui, allez, même quelqu'un qui ne veut pas du maintien de la Belgique, mais qui veut que ça se passe bien. Il commence ça comme ça en disant on va fusionner avec les Pays-Bas et ensuite on va mettre notre botte sur les francophones. Ça, c'est des raisonnements de haine parce que à la fin des fins, faut bien que les petits mecs fassent quelque chose, vu que de toute façon, toute la grande politique avec un G majuscule et un P majuscule leur est interdite. Et ben à la fin, tu aboies, on Ouais, connaît c'est bien ça. ça en France, hein, tu aboies et quand ça va mal tourner, Florian, après avoir bien aboyé, parce que le deuxième couplet est prêt, hein, c'est comme une chanson de Johnny Hallyday. Hein, le deuxième couplet est toujours écrit. Hein, et ben tu diras, j'ai pas voulu ça. Bien À sûr. chaque fois, tu sais, euh, les effondrements d'État sont toujours liés au fait que l'État renonce à lui-même. Une guerre civile, c'est un État qui ne s'affirme pas et où des forces le contraignent. Le Liban, etc. Et à la fin, ça se termine toujours par on n'a pas voulu ça.
Moi, je vais dire, moi, malheureusement, je l'ai constaté dans toutes les minorités où j'ai vécu, qui ont vécu des guerres civiles. On n'a pas voulu ça, ça se termine toujours comme ça. Alors que là, nous sommes dans des problèmes gérables. Mais le problème quand t'es pas souverain, c'est que rien n'est gérable, tu ne peux rien. Oui, Donc, oui, bien sûr. alors Bah, qu'une fois que tu l'es, certes, tu as un temps où c'est intense, bah, parce que le pouvoir use ceux qui l'ont pas. Donc, résultat, tu te retrouves à balayer 20 ans, 30 ans de détritus, tu vois, tu tombes sur des États européens qui sont des gigantesques syndromes de Diogène que tu dois nettoyer de fond en comble. Donc, les premiers mois sont intenses. C'est ce qui attend Farage, c'est ce qui nous attend. bien sûr. Mais c'est ce que Trump a commencé à faire, c'est d'ailleurs. Mais là, une fois que les premiers mois sont passés, tu peux enfin repartir sur un truc un peu sain. C'est les premiers mois qui vont être rock'n'roll. Mais mieux vaut ça que la mort lente où on en est à la fin à dire on va écraser les francophones des Pays-Bas. Quelle espérance historique. Mais oui, bien sûr. Bah, la disparition de la souveraineté crée la haine de tous contre tous à la fin, parce que ça rétablit Ça ressuscite la société la les société de tribus. la haine obsidionale. Oui, oui, c'est ça. Tu jettes les gens les uns contre les autres et tu les rends fous parce que les gens tournent en rond sans comprendre pourquoi il n'y a pas de solution, que ça s'améliore pas. Tout Donc, à fait. voilà. Et à Donc, la fin, ils finissent par s'entre-dévorer. et tu cherches toujours un bouc émissaire à côté de toi et ça devient. Mais c'est ça, c'est une société de chaos, et l'absence de souveraineté. Mais le retour de la souveraineté, et tu as raison de parler en parler de l'avenir parce que c'est ça qui compte. Il y aura du boulot, mais ça peut se régler. L'essentiel, il y aura toujours sur le long terme, on gérera, mais l'essentiel peut se régler assez vite. Peut se régler assez vite. On peut faire déjà beaucoup en peu de temps. Et ensuite, on avancera. Mais il faut récupérer pour ça intégralement la souveraineté. C'est très, très, très important. On parlera dans un instant d'ailleurs de Philippe de Villiers parce que là-dessus, il est très clair. Tu parlais de décomposition politique, il y a décomposition macroniste aussi, de Macron lui-même, parce que, alors lui, qui est tombé à 11%, qui est complètement illégitime, qui ne cesse de baisser, on le voit faire un tour de France en ce moment halluciné de lui-même, où il parle pendant 4 heures devant une foule choisie, enfin une foule, 50 ou 60 figurants choisis totalement, bien sûr, pas au hasard, parce qu'on y retrouve le docteur Marty, des choses comme ça. Et il ne parle plus Tiens, tiens. il ne parle plus, au lieu de parler de son propre départ, ce qui devrait être normalement la clé, il ne parle plus que d'une seule chose, le contrôle et la censure des réseaux sociaux. Et tu le sens comme s'il était déjà ailleurs, en quelque sorte. Enfin, on a l'impression que Macron, dans sa tête, est déjà ailleurs, dans un plan suivant, et il raconte, concernant la France, absolument n'importe quoi, part dans des discours de plus en plus autoritaires et délirants. Qu'est-ce que Bah, tu il en y a penses? un côté Fidel Castro du pauvre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il parle pendant 4 heures et je veux dire, et ça, malheureusement, tu retrouves quelque chose qui est quand même systématique chez le personnage, mais depuis qu'il est né politiquement, c'est que, tu vois, moi j'ai eu des amis pour le compte du gouvernement français qui ont rencontré Castro à la Havane. Castro, il t'écrivait un discours rien que pour toi, quand tu étais son hôte, et donc il te parlait d'un truc pendant 4 heures. Bon, dans le cas des diplomates en question, c'était la lutte contre le sida. Bon, pourquoi pas. Mais ils se rappelaient tous, ça a duré 4 heures et demie, hein, ce que Castro leur avait dit. Chez Macron, tu as une espèce de halo de, de, comment dire, d'amnésie. Tu sors de là, t'es rincé, tu te rappelles pas ce qu'il a dit. Alors quand tu revois les images, tu te dis, mais et là, tu essayes de décrypter, qu'est-ce qu'il leur dit, et pourquoi il a besoin de cette espèce de pourquoi il a besoin de ces discours fleuves où il y a strictement rien. Il y a un appel à la censure quand même des réseaux sociaux. Mais mis à part ça, Son tu point de vois, panique, il est là. Hein. Son point de panique, il est là mais sur les si réseaux tu sociaux. veux, j'ai l'impression qu'au milieu de tout ce décorum, tu as tout à fait raison, il y a un cœur nucléaire qui est l'appel à la censure, mais Ouais. ça s'adresse pas à l'auditoire. Ça Ouais. s'adresse, c'est une offre de... Oubliez pas que moi, je vous garantis ça. En réalité, je pense qu'il essaye de faire pour certaines organisations ce qu'il a fait à une partie de la bourgeoisie comprador française. Mhm. C'est-à-dire, rappelle-toi, le cœur de ses promesses avant sa consécration, c'était de dire le sang de Prolo, que Sarkozy vous a refusé, que Hollande vous a refusé, mais bon, Hollande, c'est Hollande, moi, je vous le donnerai. Et
rappelle-toi que sa consécration, ça n'a pas été son élection. Ça a été l'écrasement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, vous voyez bien, je l'ai fait. Tout ce qu'on vous a refusé pour écraser cette bête sauvage qu'est le peuple français, moi, je l'ai fait. Mhm. Et là, il veut donner à une partie des eurocrates ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, vous voyez bien que vous n'y arrivez pas à la censure. Pour la censure, il vous faut un mec comme moi. Réfléchissez-y. Et en réalité, il habitue une partie de ce qui lui reste de classe comprador à dire, voilà, aidez-moi à faire le dernier bond en avant, le bond au-dessus, que je sorte par le haut, et ensuite peut-être que je reviendrai en touriste dans ce petit pays, que je regarderai de loin. Et d'ailleurs, tu vois qu'il a balancé une partie de ses anciens lieutenants pour avoir comment dire, des discours lugubres. C'est-à-dire, on croirait qu'on est en train de veiller un mort. Regarde Dupond-Moretti, hier, en radio, on regrettera Emmanuel Macron. Je fais, mon gars, il a encore 1 an et demi malheureusement à être là. Vous en êtes déjà là? Vous êtes déjà à faire le chemin de croix? Non mais c'est quoi après? Le procès en béatification? Et ensuite c'est la canonisation, c'est ça? Donc, tu vois, il est en train de faire une espèce de décorum lugubre, tu sais, ce genre de truc, du romantisme vieillissant. Tu vois, c'est du sous Tim Burton, tu vois, avec des squelettes, des machins partout. Et il envoie ses lieutenants pour nous nous sommes tant aimés. Emmanuel revient. Attendez, c'est pas qu'il revient, c'est qu'il est même pas encore parti. Calmez-vous, hein. Le- tu vois, il y a quelque chose. Il est profondément malsain. Je pense que comme maintenant il est en roue libre totalement, parce que la seule personne, et là, tu vois, tu as une concomitance de dates qui est redoutable, Florian. Là, il déconne encore plus depuis que Colère est parti. Ça, si Mhm. tu veux, si tu veux, là, c'est systémique. Tu peux pas avoir d'autres explications. Pourquoi? Parce que Colère était le lien entre lui et la machine. Mhm. Colère, lui, il est en train de préparer la machine à autre chose. C'est-à-dire que la Mhm. machine est en train de travailler sans lui. Et Macron ne supportant pas d'être devant, je reprends les termes de Jérôme Fourquet, devant une salle vide, il est en roue libre et plus personne n'est là pour l'arrêter. La seule chose, c'est qu'il a encore 1 an et demi. Là, on prie pour que quelqu'un l'arrête. Parce Et que, tu sais, puis, il pourrait se faire bâcher à un sommet international publiquement. Vu l'état bah, d'énervement. ça lui est déjà arrivé. Ouais, mais encore pire. Tu Encore vois, pire. encore pire parce que les mecs s'arrêtent parce que derrière, il y a la France. Ils s'arrêtent sur les modalités de son humiliation. Oui, mais regarde, quand ils partent en croisade judiciaire aux États-Unis avec Brigitte, contre Candace Owens, et que ça, il y a une conséquence, c'est qu'il y a plein Ah mais, d'articles partout dans la presse mondiale. ah C'est mais ça, je suis d'accord délirant. avec toi. Mais je Mais suis il fait des d'accord avec choses. toi. Mais là, pour le coup, il se fait pas Ça a déjà bâcher un par un impact sur chef l'image. d'État. Tu vois? Je suis d'accord, mais ça a déjà un impact sur l'image de la France. Ah, mais C'est ça a un impact cataclysmique. cataclysmique. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quelqu'un ne prendra plus de gants. Non, Là, non, tu bien vois, sûr. vu le degré d'énervement de certaines autorités américaines vis-à-vis de lui, tu vois, là, les réactions. Alors là, l'avantage, c'est que là, si tu veux, il a dû prendre une baffe sur les doigts parce que je l'attendais plus hystérique, hein, sur le plan Trump, hein. Mais c'est pas grave, c'est les autres qui vont le faire. Euh, Ouais, je pense qu'il va le faire en mode plus pervers. Il va ouais, mais si mettre tu du veux, miel d'abord, et puis ensuite, il va tout faire pour que ce soit en fait impossible. mais le problème, c'est qu'à euh, un moment, des gens sérieux, parce que ce plan qui est le plan Trump-Vance, hein, profondément, il y a vraiment la marque de J.D. Vance dessus, Bien sûr, bien sûr. à un moment, quelqu'un va vraiment lui taper sur les doigts. Même avec acrimonie, pardon, mais sans forme de politesse excessive, même pour nous. Parce que trop, c'est trop. Enfin, à un moment, quelqu'un doit le recadrer. Parce qu'il devient dangereux. Je Tu, rappelle quand tu- même qu'il est assis sur une puissance nucléaire. À un moment, stop. Tiens. Et tu n'as pas de volonté. On va basculer un petit peu sur l'opposition RN. Tu n'as pas de volonté, par exemple, du RN de voter la motion de destitution. Ce qui est complètement, au moins symboliquement, même si elle passait pas au Sénat, c'est quand même son rôle. On pourrait l'attendre là. Bah non. Bah, le problème, c'est que, si tu veux, aujourd'hui, t'en as quand même toute une partie qui applaudissent des deux mains, des deux pieds à ce que Macron est en train de Alors faire. justement, je voulais t'interroger là-dessus. On a eu deux marques de soumission au système très fortes, hein, du RN là en une semaine. Le principal lieutenant de Bardella, donc
qui est eurodéputé, qui est leur représentant à la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen, qui s'appelle Pierre Romain Thionnet, qui a mis un tweet sans rafale, il était avec des cœurs, enfin, il était très content quand ils ont signé cette déclaration d'intention. La Macron-Zelensky, il a fini d'ailleurs par, je pense que quelqu'un lui a demandé, il a retiré 2 jours plus tard ce tweet. Donc on sent une validation de la politique otanesque, et c'est lui qui représente le RN au sein du... Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas Mariani, hein, pour ceux qui se laissent enfumer. Mariani n'a aucune influence sur la ligne du RN. Non, Ça, puis c'est pour... Mariani, il gère sa fin de carrière. C'est pour tromper les gogos. Et Bardella, qui lui a détaillé son plan économique pour la France, il compte demander à la BCE de racheter une partie de la dette française. Alors, ce qu'elle peut éventuellement accepter de faire, hein, elle l'a fait pour l'Italie en 2010-2011, mais elle a pris le pouvoir. Bah, évidemment, oui. Oh, il n'y a pas de plan de réindustrialisation, de remettre notre agriculture debout, tu vois, c'est le vrai plan anti-dette, c'est de recréer de la richesse en plus France. rien, Bon. de toute façon. Il y a un plan complètement dans le système qui va même plus loin en termes de mise sous tutelle de la France que le macronisme. Il faut quand même mesurer les choses. Parce Oui, que bien sur sûr. l'Italie, on le sait, en Techniquement, oui, 2011, bien sûr. les lettres d'échange entre le gouvernement italien et la BCE ont été révélées en 2021, concernant 2011. Et c'était un aplaventrisme total. C'était vraiment une mise sous tutelle absolue. Avec du chantage. La BCE, tous les jours, menaçait d'arrêter de racheter si l'Italie ne prenait pas Bah, telle ou telle évidemment. réforme. C'est ça le. Alors, c'est quand même sidérant, si tu veux. Il faut que les gens comprennent. Le RN, finalement, va encore plus loin. Donc, comment tu l'expliques Prise de contrôle du parti par des intérêts extérieurs. Bardella qui est tellement vide qu'on met ce qu'on veut dans sa tête. Alors, si tu veux, alors, tu vois, une partie disons, des gens qui les soutiennent leur ont mis dans la tête qu'ils étaient devenus un parti attrape-tout. Cas typique, Mitterrand avant 80. Le problème, c'est que quand tu es un parti attrape-tout, tu as 2 choix. Soit tu es devenu quand même l'équivalent d'un trou noir, tu vois, c'est-à-dire que tout tourne autour de toi et tout est dans ton vortex. D'accord ? Tu as 2 choix à ce moment-là. Soit tu sors par le haut, si tu veux, c'est le fait de devenir réellement un parti de gouvernement, soit tu fais, comment dire, la liste de tes clientèles, qui seront autant de cocus. C'est ce que Mitterrand a fait. Hein. Et Mitterrand avait quand même une épaisseur que tout ce petit monde n'a pas. Parce que Mitterrand, n'avait pas de maîtrise technique, d'accord ? C'est-à-dire que le système européiste qui se met en place sous Giscard, Mitterrand le sous-estime complètement parce qu'il ne veut pas écouter les mecs qui savent, qui sont pour la plupart au PCF, qui eux ont vu le coup se faire. Il n'écoute pas plus certains gaullistes sociaux qui sont proches de la Mitterrandie et qui ont vu le coup se faire en 74. Et donc le programme de 81 explose face à quoi? La contrainte extérieure européiste. Bon. 83. Et ça va donner 83. Bon. Mitterrand en est totalement conscient, et ça je le tiens de Jean Perlevade, qui a été l'un des architectes de cette trahison, qui est un être de sinistre mémoire. Et en réalité, je pense que le front est en train de faire ça. Alors, il y en a toute une partie, maintenant qui a quand même 2 lignes au front, qui prie pour qu'il n'y ait toujours pas de prise de pouvoir, le temps pour Marine de se requinquer. Et les autres font la liste des futurs cocus, c'est-à-dire comment le système va nous accepter. Et pour ça, comme c'est l'intérêt de la France, tout ça est très très virtuel pour ces gens-là, parce qu'on est quand même sur en plus des profils idéologiques qui viennent, pour certains, du régionalisme francophobe, pour d'autres, de l'extrême droite post-collabo. Enfin bon, on est quand même sur des gens qui sont, enfin, faut voir les équipes actuelles, hein, qui sont, bon, qui sont avant tout, qui sont des macronistes côté loser. Macronistes sont des winners et pas eux. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc, comme en plus, ils ont tous une passion rentrée pour Emmanuel Macron, mais qui est terrible quand tu vois ce qui en ressort, c'est-à-dire qu'ils pensent que les Français veulent Macron, moins les Maghrébins. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu n'es capable de leur expliquer ce qu'est un système. Eux,
je veux dire, la première victime, ce sera leur programme anti-migratoire. Parce que de toute façon, il n'y a Oui, plus que ça. oui, Et il est déjà très très light par rapport à ce qu'il oui. faudrait. Et les chiffres seront catastrophiques, exactement comme les chiffres de Nicolas Oui, parce Sarkozy la que, première année ont été catastrophiques. oui, parce que même Bardella a commencé même à dire que finalement, on aurait probablement besoin d'une immigration de travail. Bon, ils sont déjà en train de préparer le truc. Alors, l'immigration de travail, ce qui veut dire au passage C'est que une, vari- l'immigration de peuplement suivra. bah, c'est une variation à la Mélanie, mais ils attendent même pas d'être au pouvoir pour le. Non, non, mais Oui, voilà. Donc, à un moment, tu vois, objectivement, euh, aujourd'hui, la liste des cocus est faite. Ils vont avancer là-dedans dans l'aplat-ventrisme. Bon, avec comme seul échappatoire, euh, de pouvoir faire des succès d'estrade en campagne pour le faire oublier, en espérant que les journalistes soient suffisamment dans la connivence pour ne pas leur rappeler. Enfin, moi, si tu veux, j'aurais été félicité pour mon prochain abandon des Français par Daniel Cohn-Bendit sur BFM. oui, alors oui, il y a quelques jours, tu m'as dit qu'effectivement sur Oui, BFM, bien comme tu sûr. as félicité Bardella. Oui, Tu vois, enfin, il a encouragé Bardel en disant, vous inquiétez pas, il fera rien, il sortira de rien. oui, il a Et contre Mélanie. il a tiré les pompes de Mélanie, très bien, Mm. pour avoir trahi les Italiens, très bien, pourquoi pas. Et Daniel Cohn-Bendit, lui, pour le coup, il sait très bien comment fonctionne le système. Eh oui. Là, on peut lui faire tous les procès du monde, sauf celui-là. Donc bon, la seule chose, c'est, tu vois, il faut déjà, à mon avis, être dans l'après. Et la question de l'après, c'est comment va réagir une partie du petit peuple du front. Parce que tu as l'hypothèse de l'électorat cachalot. Il faut se rendre compte qu'une partie de nos abstentionnistes de longue durée, toujours aujourd'hui, sont des orphelins du socialisme. Mhm. C'est pour ça que quand tu interroges les abstentionnistes, tu es extrêmement sur leur vote potentiel s'ils devaient revenir aux urnes, tu tombes quand même sur une population où il y a quand même suffisamment de gens de gauche pour que ce soit surprenant. Mhm. Et en réalité, ce sont des gens qui ont été cocufiés depuis 83 et qui sont un électorat cachalot. C'est-à-dire ils ont plongé pour un électorat de longue durée, enfin pour une abstention de longue durée. Nul ne sait s'ils reviendront aux urnes, ni quand. Mhm. Tu peux tout à fait avoir le même scénario. Tu vois, j'en parle avec Stéphane Rosès, entre autres, qui est quand même un observateur remarquable, assez supérieur à tous les autres, quand même, là-dessus. Je vais dire, ça peut aller très vite. Mais par contre, nul ne sait si cet électorat ne va pas démissionner totalement de la politique. Parce que la meilleure chose, vu l'état actuel du front, qui peut leur arriver, c'est une énième défaite. Ouais. Tu Oui, c'est vois? la meilleure chose qui puisse leur arriver. Tu vois, c'est la meilleure chose qui Ouais. puisse leur arriver, sachant que, Sauf que tu as un problème dans la défaite pour eux. C'est que ça laisse du temps donc à Marine Le Pen de passer sa peine, de redevenir éligible. Et là, tu ah rentres bah dans la, ça, et si là, tu tu veux, rentres dans après, la, ah, là, ça tu peut rentres dans la entrer dans le règlement confrontation. de compte, mais règlement de compte, il y aura lieu de toute façon. Bah, si elle est inéligible, il est forcément lui candidat, donc ça masque. Ouais. Et s'ils sont dans l'opposition, qu'elle redevient éligible, et que là, tu as deux candidats, maintenant de manière claire, qui sont tous les deux éligibles, maintenant, tu as forcément une confrontation. Là, tu Si tu échapperas pas. veux, surtout que sur le papier, tu as quand même un élément. Je pense que, tu sais, il y a deux électorats réserves en France. Il y a une partie de la bourgeoisie et des boomers dont on pense que leur cœur est à prendre, et tu as les abstentionnistes dont eux, le cœur est à prendre. Voilà. Bon, objectivement, on va être, à mon avis, maintenant que Macron va être de plus en plus, même s'il essaye de se maintenir au centre du jeu, va être à un moment ou à un autre euh, mis en second rideau par la campagne elle-même, cet électorat, qui même s'il s'appauvrit, est encore l'électorat qui profite le plus du système, va aller mécaniquement vers ses ports d'attache. Retraité de l'éducation nationale, Glucksmann, retraité tout court, peut-être Retailleau, mais surtout Édouard Philippe. De toute Mhm. façon, c'est le candidat. Et là, la seule chose, c'est qui va tuer le quatrième, parce que là, le seul problème du système, c'est que pour l'instant, ils sont quatre et ils doivent être trois. Donc, est-ce que c'est Monsieur Retailleau qui va sauter? Ou est-ce que c'est Monsieur Attal qui va sauter? Monsieur Philippe n'a aucune raison, sauf
d'être en torche personnelle. Mais pour l'instant, ça ne se met pas. Nous n'avons pas de données. 24 novembre, nous n'avons pas encore de données. Glucksmann règne sur sa famille de centre-gauche. C'est pas Olivier Faure qui va aller se battre contre lui. Et donc, il y en a un des deux au centre droit, entre Retailleau et Attal, qui est de trop. Je pense d'ailleurs que Macron utilise toujours Attal pour se maintenir au centre, d'une manière ou d'une autre. Mais si Glucksmann et Retailleau étaient intelligents, et même en lien avec Philippe, ils déchireraient en deux Attal parce que c'est l'hypothèque qui reste. Et ensuite, un flotteur central, deux flotteurs latéraux, et on a déjà été dans cette configuration Florian, et à chaque fois, le système s'en est plutôt bien sorti. Alors, ouais. Donc voilà, c'est ça qui va se mettre en place, et je ne vois pas, quel que soit le type de campagne que veut faire le Front, je ne vois pas, sans sortie massive des abstentionnistes, d'ailleurs, je ne vois, tu vois, tout cet aplaventrisme. Tu sais, tu avais une expression que j'aimais beaucoup, tant d'arrivisme pour arriver si peu. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, et on finira là, c'est que tout cela marque bien les lignes du clivage profonde avec les souverainistes. Là, on ne peut plus confondre. Oui, non, mais ça, si tu veux, c'est... On ne peut plus confondre. Ni sur la politique intérieure, ni sur la politique européenne, ni sur la politique étrangère, ni sur la politique économique, agricole, on ne peut plus confondre. Il n'y a plus rien à voir. Donc ça, c'est très intéressant. Et tu as justement une figure qui, en ce moment, Philippe de Villiers, hein, j'en parlais, qui est, alors, qui a toujours été contre l'Union européenne. Enfin, on rappelle toutes ces campagnes contre Maastricht en 92, la Constitution européenne en 2005. Bon, il y a rien à dire là-dessus. Mais simplement, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on le voit parler matin, midi et soir du Frexit très clairement. Et il vient de dire, là, dans une interview, le Frexit, vous allez voir, va se faire. Il va se faire très vite. Donc, il a le sentiment aussi d'une accélération de l'histoire. Et lui en parle de manière très, très claire, et très directe et très offensive. Ça, c'est quand même intéressant, si tu veux. Ça veut dire qu'il se passe des choses dans le pays, d'une avancée de nos idées. Je cite Patrick Sébastien, c'est pas pour le comparer à Philippe de Villiers, mais c'est une figure populaire et qui était sur BFM l'autre jour et qui dit il faut sortir de l'Union européenne. C'est intéressant, tu vois. C'est intéressant. C'est pas le même ressort, mais c'est intéressant parce que ça prouve que tu arrives dans des sphères maintenant larges de l'opinion publique où tu as une prise de conscience du sujet. Et ça, je trouve que c'est plein d'espérance. Alors, si tu veux, pour que tu aies des gens, si tu veux, comment dire, n'oublie pas les 3 grades d'une idée chez Schopenhauer. Mhm. Moquer, combattu, revendiquer. Donc, moquer, c'est fini. Combattu, encore un peu. Nous entrons entre la 2e et la 3e strate. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens à qui on n'aurait jamais cru qu'ils pouvaient prendre sur eux de se poser des questions, ont décidé de le faire. Alors ça peut être des saltimbanques, ce soit dit, sans un manque de métier, c'est absolument pas, si tu veux, c'est des hommes de télévision, des hommes de spectacle, etc. Tout simplement parce que eux, ce sont des éponges empathiques, de par leur position sociale. Particulièrement dans le cas de quelqu'un comme Patrick Sébastien. C'est un mec qui n'a jamais craché sur son public. Tu vois, c'est pas Philippe Torreton, tu vois, c'est pas des mecs qui sont piégés dans les dîners en ville, tu vois. Lui, il fait des tours de France et d'un seul coup, il voit que les gens souffrent. Et je suis pas. Et il a dit d'ailleurs, pour appuyer son propos, que c'est ce que les gens lui disaient. C'est intéressant. Mais or, le problème, c'est que je te l'ai dit, par métier, c'est des éponges empathiques. Donc, résultat, ils disent voilà, je suis entre les mondes, vous êtes dans des bulles, moi, je suis entre les bulles, donc je relie les mondes. C'est-à-dire, c'est des mecs qui ont quand même une expérience sociale, quoi qu'on en pense. Et voilà ce qu'on me dit en bas, chez des gens qui, pour vous, sont des gueux. Méfiez-vous. Tu vois, je pense qu'il y a même un côté bienveillant dans ce que dit le personnage. Or, ils n'écouteront rien. Pourquoi pas? Mais à un moment, si tu veux, tu ne peux pas dire à des gens qui voient leur peuple crever, on va s'accrocher on va s'accrocher comme des moules sur des rochers à un système qui nous tue. Tu vois, à un moment, ce degré de logique élémentaire, tu vois, notre camarade Mercadal et nos amis agriculteurs vont nous le rappeler dans pas longtemps,
ce degré de logique élémentaire est une logique de survie. Bien sûr. Et que le système soit devenu incapable à ce point de penser même sa propre perpétuation, c'est ça qui est dangereux, Florian. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français l'accepteraient, d'ailleurs, tu le sais comme moi, si tu avais même un grand oligarque qui disait, bon, ça fait 40 ans qu'on ne fait pas le boulot au service du pays et des Français. On s'est gavé sur le cadavre de la France. Maintenant que si le cadavre revit, on pourrait terminer comme certains de nos devanciers, 1793, c'est pas aussi cool que ça pour nous. Essayons de faire un minimum le boulot. Et les Français s'en contenteraient, tu le sais comme moi, parce que fondamentalement, c'est pas un peuple si dur que ça à gouverner. C'est-à-dire, c'est un peuple qui a tellement perdu confiance en lui qu'on ferait le service minimum, il t'en serait gré. Et bien même ce service minimum, c'est trop grand. C'est-à-dire que ils se sont harnachés un dispositif idéologique qui est has-been, enfin qui est un truc qui date de 45. Tu vois, l'Europe, tout ça, c'est de vieux trucs qui auraient dû être enterrés gentiment en 91 quand c'en était possible. Et au lieu de ça, ça a fait du dépassement de poste parce qu'il y avait trop de pognon et il y a eu des gens qui ont voulu continuer à surfer dessus. Et maintenant, on n'arrive plus à enterrer les zombies, tu vois. Donc, Là, ce qu'a dit De Villiers, c'est intéressant, tu vois, de ce point de vue-là. De toute façon, l'avantage, c'est qu'à un moment, d'avoir un homme dont on sait qu'il a déjà été cautérisé, qu'il a accepté la douleur, qu'il a accepté l'opprobre quand c'était dangereux, que De Villiers, il a vécu ça, lui, il a vécu toute la phase. Il a vécu ça quand on se moquait de nous, il a vécu ça quand on a mis sa famille sous pression, enfin, lui, il a tout vécu. Et aujourd'hui, les Français, enfin, il y a quand même quelque chose qui se met autour du personnage, aussi parce qu'à un moment, un chef, ça peut se décréter, ça peut aussi se secréter, surtout se sécréter, et les Français attendent quelque chose de lui. Ensuite, est-ce que lui attend quelque chose de lui-même? Ça, c'est une question qui lui appartient. Mais il y a quelque chose autour de cet homme, il a toutes les qualités requises pour être un homme d'État, il l'a déjà prouvé par son comportement personnel, par ses réalisations. Enfin, je veux pas être méchant. Quand on voit tout ce qu'il a fait à titre local et national, qui au Palais Bourbon actuellement a un CV équivalent? Qui? Personne. Donc, il connaît l'État et il a l'avantage de respecter l'État. Voilà, il y a quelque chose qui se passe autour de lui. J'espère qu'il en prendra la mesure, mais ça, si tu veux, je suis personne pour lui conseiller, hein. Mais voilà, c'est quand même c'est quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Puis d'un côté, euh, personne ne peut dire qu'il n'aura pas le courage de ses convictions, tu vois. Là, la totalité de l'Europe est en train de plier face à ce qui reste du mondialisme et la plupart des pays sont en train d'entrer dans des trous noirs, tu vois. Quand tu vois l'avenir de l'Italie, quand tu vois l'avenir de la Hollande, l'avenir de la Belgique, euh, tout ça, c'est pas glorieux, tu vois. Donc, à un moment, j'espère que certaines personnes, dont Philippe de Villiers, prendront la mesure de leurs responsabilités. Mais on est d'accord là-dessus et on travaille tous à ce que, collectivement, à ce que, évidemment, la France sorte de ce trou noir. Enfin, on n'y est pas rentré parce qu'on ne peut pas sortir d'un trou noir. Donc, on va dire, n'aille pas dans le trou noir. En tous les cas. Et que nous puissions mettre au point et en place les bonnes politiques, les bonnes solutions dans ce projet. Et je suis convaincu qu'une personne comme Philippe de Villiers, évidemment, il y a une place de choix. Oui, tout à fait. À minima. Et là-dessus, il y a quand même une clarification des enjeux en ce moment. C'est vraiment non, mais l'acquis de cette période. Voilà, c'est le seul acquis de tout ça, c'est qu'à un moment, il y a de la camelote qui sera plus vendable. C'est exactement ça. Un grand merci, mon cher Pierre-Yves. Merci à toi, Florian. À très vite. Eh bien, un grand merci à Pierre-Yves Rougeron. Le 13 décembre, rendez-vous Paris, 14h, place de Barcelone, la marche nationale pour la paix. On en a beaucoup parlé, c'est très important. Soyons un maximum. La marche s'élancera à 15h. Il y aura un monde fou. Ça va être un très grand moment. Une marée populaire française, patriotique, humaine pour la paix avec toutes les générations. Ce sera sécurisé, bien sûr. Soyez là, très nombreux. Organisez-vous. Les gens s'organisent de toute la France pour être à cet événement historique.
Avant cela, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner pour que les vidéos se diffusent mieux, touchent plus de monde. C'est très efficace. Merci d'avance. Et ce vendredi, vous le savez, 28 novembre à 19h, on est en direct sur cette chaîne. Voilà, soyez là. Ce vendredi, 19h, gros direct ensemble. Le 3 décembre, je suis en réunion publique à Nîmes. C'est entrée gratuite, c'est un meeting magnifique, c'est ouvert à tous. Il faut juste vous inscrire par le lien sous la vidéo en description. Voilà, et si vous voulez rejoindre le plus grand mouvement souverainiste ou de résistance de France ou soutenir son action concrète, parce que nous, on est dans l'action, et si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Alors, vous pouvez le faire de différentes façons, en adhérant, en réadhérant, ou en faisant un don à un mouvement qui n'a pas de financement public. On n'a pas les millions du système, 0 €, 0 centime de subvention publique, ni d'aide des banques, 0 €, 0 centime. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à notre travail, 100% grâce aux adhésions, réadhésions et dons. Vous pouvez venir pour ces belles valeurs. Et je vous invite vraiment à venir. Vous allez voir que c'est une ambiance et un état d'esprit merveilleux, formidable, une vraie famille, grande famille. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran, facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, tout simplement. Et tout ça, vous les retrouverez, ces liens sur le site les-patriotes.fr. Et ça fait baisser au passage vos impôts, puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous, sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux patriotes. Vous mettez 150 €, il y a 100 € de baisse d'impôts. Vous évitez de faire un cadeau au gouvernement. Et c'est bien en cette fin d'année de vous faire des cadeaux. Vous mettez 3 000 €, il y en a qui peuvent, ça fait baisser les impôts de 2 000 €. Vous mettez 30 €, ça fait baisser de 20 €, etc. Bravo donateurs. Et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, et vive la France.